Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Michel Fize. Nous sommes en guerre. Bonjour à tous. Le gouvernement va-t-il décider d'un nouveau tour de vis pour lutter contre le coronavirus ? Le nombre de contaminations augmente. C'est une montée continue et préoccupante. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le président de la République devrait faire une allocution télévisée dans les prochains jours suite à l'alerte de l'OMS qui affirme que le redémarrage de l'épidémie pourrait causer 500 000 morts en Europe d'ici le mois de février. Une nouvelle prévision alarmiste qui peut faire craindre l'annonce de nouvelles mesures de restriction des libertés, parmi lesquelles la 3e dose de vaccin obligatoire dans un premier temps pour les plus fragiles, afin de garder le pass sanitaire. D'où notre grand débat, allocution probable de Macron. Craignez-vous de nouvelles restrictions des libertés? Et vous êtes 88,7% à dire oui. Avec nous, maître Johan Tsibille, avocat au barreau de Versailles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que finalement, on nous avait annoncé au moment du pass sanitaire la nouvelle vague, c'était la 4e, je crois, qui arrivait à l'été. Est-ce que les annonces de vagues successives, plus mortelles les unes que les autres, est-ce que c'est pas quelque part ce qui permet, en jouant sur les peurs, de jouer sur les libertés? On a l'impression que ça va jamais en finir. En fait, c'est ça le problème. Quand est-ce que ça va s'arrêter? J'ai entendu là tout à l'heure votre présentation avec les bruits de sirènes qui font penser à la guerre que j'ai heureusement pas connue. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est un laissez-passer en permanence. Le pass sanitaire que j'ai combattu, quand est-ce que ça s'arrêtera? Et les restrictions de liberté, normalement, en démocratie, ça doit être temporaire. Et ça ne l'est pas. Philippe Bilger. Comment dire, je veux bien croire que le président va peut-être imposer cette 3e injection pour les personnes les plus vulnérables, mais je ne crois pas que l'essentiel de son discours va être consacré au registre sanitaire. On arrive, me semble-t-il, dans un moment clé de la présidence et de la campagne officieuse qu'il mène depuis plusieurs mois. Il me semble qu'il ne pourrait pas s'arrêter au seul plan sanitaire, mais qu'il va probablement tenter une jointure, et sans doute habile, le connaissant, entre le passé sanitaire et peut-être même le pass sanitaire et l'avenir politique immédiat. Il me semble qu'il va probablement tenter d'ouvrir une page qui le sortira du sanitaire il ne va pas annoncer sa candidature, bien sûr, mais je crois qu'il ouvrira tout de même un chapitre plus politique que sanitaire. Maître Johan Tsibille, c'est sûr que là, si on annonçait des restrictions en disant en même temps je suis candidat, ce serait pas très porteur pour une éventuelle candidature. On vous écoute. Non, c'est clair, ça serait pas très, très opportun. Non, moi, je reviens donc sur le terrain sanitaire, parce que mon terrain n'est pas le terrain politique. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment, alors qu'une population est vaccinée à 90%, en fait, où est le problème, en fait? Où est le problème? Puisque, normalement, on est censé être protégé des cas graves quand on est vacciné. Donc, ça veut dire qu'il reste 10% de la population qui est vraiment en danger. Ça veut dire donc que nos services hospitaliers ne sont pas capables d'accueillir 10% de la population. Ça pose vraiment question, alors que l'épidémie a commencé en 2020, début 2020. Céline Pina. Je ne crois pas que la population soit vaccinée à 90% en l'occurrence. C'est 75% de la population globale, mais il y a déjà les 0-12 ans qu'on ne vaccine pas théoriquement et qu'il faut une grosse partie de la population. Pour les personnes d'un certain âge. Oui, pour les personnes, d'accord, mais il se trouve que le Covid ne touche pas que les personnes d'un certain âge. Donc il faut être très... Il y a eu de 0 à 19 ans, il y a eu 9 morts depuis le début de l'épidémie, dont 0 mais sans comorbidité. aujourd'hui, quand on donne un chiffre, peut-être que c'est 90% des plus de 75 ans, c'est pas en tout cas 90% de la population. Donc être précis, c'est jamais nuisible à la compréhension. Ce que je voulais dire, c'est que surtout, aucun gouvernement ne prend plaisir à imposer des restrictions de liberté. Ça les fait pas rêver de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ce matin pour emmerder les Français et faire en sorte que leur vie devienne de plus en plus impossible, ce qui me permet accessoirement de remettre en cause ma possibilité de réélection. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Pourquoi est-ce qu'éventuellement on risque d'avoir des restrictions de liberté? Tout simplement parce qu'il y a la réalité d'un virus qu'on a du mal à contrôler, qui peut provoquer des réactions graves, qui peut entraîner une saturation des hôpitaux, qu'on a des hôpitaux qui sont à bout de force, parce que rappelons qu'avant même que le Covid arrive, il y avait une crise hospitalière qui était réelle. Et qu'on a continué à fermer des lits malgré la crise du Covid. Il y a une vraie critique à avoir sur la gestion des hôpitaux et sur ce qui nous a amenés dans cette situation, mais il n'en reste pas moins que personne n'a envie de se retrouver à trier des gens en disant toi tu seras sauvé et puis toi on va te laisser tomber. Ça aussi c'est une réalité et c'est aussi à cette réalité-là que le gouvernement essaie de répondre. Donc on peut le critiquer et personne ne se gêne pour le faire d'ailleurs. On a le droit d'hurler contre les restrictions de liberté, mais de là à expliquer que le gouvernement le fait parce que ça le fait jouir, en gros, ça c'est faux, c'est difficilement vendable. Et en tout cas, moi je pense qu'il y a aussi une réalité et que cette réalité, il faut aussi la regarder en face. Maître Johan Sibille. Non, clairement, c'est pas un plaisir pour le gouvernement, ça c'est absolument certain. Et d'ailleurs, j'ai jamais dit ça. Non, je pense simplement que c'est un principe de précaution à l'excès. Voilà. C'est qu'on veut toujours plus en faire, voilà, pour éviter qu'il y ait le ventre blanc, en fait. C'est ça le problème. Mais au bout d'un moment, je veux dire, là, ça fait quand même 1 an et demi. 1 an et demi, il faudrait peut-être adapter les moyens. Vous parlez de l'hôpital, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, sur l'hôpital public. Ça fait longtemps que l'hôpital public est délaissé. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, pour améliorer les moyens ? Qu'est-ce qu'on attend ? Au lieu de subventionner les entreprises qui sont touchées par le Covid, ça serait plus intéressant, non ? Ça, bien sûr, mais après, le problème, c'est que former des médecins, on a une crise. Oui, bon, on a fermé des lits, des milliers de lits. Mais même, vous avez des régions entières dans lesquelles on a une crise. Les déserts médicaux, ça existe. Donc, on a un problème, effectivement, de prévision. Et ça, on pourrait c'est le délire du numerus clausus depuis 30 ans aussi. Tout à fait. Donc, en fait, on hérite aussi d'une situation que, malheureusement, on ne va pas pouvoir résoudre d'un coup de baguette magique. C'est aussi pour ça qu'on est dans cette situation-là. Maintenant, il faut faire face à ce qui est. Michel Fillon. Non mais on revient à ce qu'on disait au cours du précédent débat aussi. Il y a la puissance, je dirais presque mortifère des chiffres. Voilà. Parler de 10 000 cas de contamination alors qu'il y a encore quelques jours on était à un niveau beaucoup moins. Bon, tout ça évidemment effraie un peu les gens habitués à manipuler plutôt des petits chiffres que de grands chiffres de cette manière. Alors sur le reste, et sans être dans la tête du président, je pense qu'il traduit, comme depuis le début de cette épidémie, et un peu chez tous les politiques d'ailleurs, un certain désarroi, une certaine impuissance. On n'y arrive pas, on sait pas comment faire. Alors, je suis d'accord avec ce que vous disiez, peut-être qu'il y a le principe de précaution qui est ressorti pour évidemment s'engager dans une nouvelle phase du traitement de l'épidémie. Alors, par contre, moi je pense que dans cette affaire épidémique, contrairement à ce que dit Philippe, je crois qu'il joue gros quand même, parce que s'il y avait un rebond spectaculaire de la crise sanitaire avec, je sais pas, une nouvelle forme des variants nouveaux, voilà, il joue gros avec la crise sanitaire et il joue gros avec une possible crise sociale majeure, amplifiée, qui entraînerait un retour des gilets jaunes dans la rue avec tous les mécontents, et Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui en France. Voilà. Donc je pense que peut-être qu'il va axer vraiment son discours sur le sanitaire, parce que je crois qu'il joue gros. Johan Sibille. Non, j'ai rien à rajouter là sur ce point précis. Non, il y a peut-être la question parce qu'il y a la crise sanitaire, et puis il y aurait, si l'inflation, on voit un petit peu les tensions aujourd'hui sur l'énergie, le poids que ça a sur le budget des ménages, si conjugue crise sanitaire et crise sociale, et qu'en plus il se met à fermer des restaurants, etc., comme ce qu'on a vu, effectivement, la situation risque de devenir explosive. Il y a un mot, je pense, qui traduit le sentiment des Français, c'est lassitude. Voilà, ils en ont marre. Voilà. Alors, je pense qu'ils se posent même pas la question de savoir s'ils sont privés ou pas de liberté. Ils en ont marre, et surtout confrontés à des soucis au quotidien, voilà, qui sont contrariés par les analyses macroéconomiques qui nous dressent un tableau idyllique pratiquement de la France aujourd'hui. Oui. Justement, Johan Sibille, est-ce que les Français peuvent supporter ça encore longtemps ? Est-ce que vous imagineriez, par le plus grand des hasards, une annonce d'un reconfinement ?
Non. Parce que là, non. Ah bah, Moi, je n'imagine pas du tout. Non, Ah non. non, bien sûr. Non, je pense que c'est. En plus, là, pour le coup, quand vous avez 75 ou 70% d'une 75%, population qui est Philippe Bilger, vaccinée, vous prend tout de suite. si vous leur annoncez que vous les reconfinez, là, ils vont exploser et Non, ça c'est peut s'entendre. psychologiquement Ils vont impossible. péter un câble, comme on dit. Philippe Bilger. Je continue à penser, mais je ne suis pas en total désaccord avec Michel. Il est évident que le président joue gros, mais la tentation peut être aussi chez lui, comme il a été embarqué dans une crise qui a fait une grande partie de son quinquennat et qui, malgré de relatives réussites, ne laisse pas une image splendide de la gestion française. Il peut être tenté, à l'approche de l'élection, justement, de faire oublier ça, Michel. Mais je le dis avec sans conviction péremptoire. Yoann Sibylle. Je suis pas sûr que ça soit le signal qu'il veuille donner quand on voit qu'il y a un projet de loi en cours de discussion au Parlement où on pourrait, dans l'absolu, prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain. C'est-à-dire après les élections. Oui, mais Jusqu'au 31 oui, juillet. mais maître, là j'y vois une manœuvre politique et plus du tout une stratégie sanitaire. C'est tout à fait, de mon point de vue, scandaleux de prolonger ça au-delà de l'échéance présidentielle pour laisser penser qu'en réalité, il n'y aura pas une vraie coupure entre les deux. Mais je ne suis pas éloigné de votre point de vue tout de même. Yoann Sibylle et Michel Fils qui veut la parole. Non, mais je laisse la parole à Michel Fils. Ce que dit Philippe Bilger est tellement brillant que ça ne veut même pas apporter une esquisse de réponse. Moi, j'admire Philippe Bilger. Alors, là, si vous admirez Philippe Bilger, il va vous faire des dithyrambes. Alors là, je vais vous approuver sans arrêt, maître, sans arrêt. Michel Fils. Non, je pense qu'au-delà de la question de la présentation des mesures, moi, il y a une chose qui me gêne en démocrate très ordinaire, c'est qu'une nouvelle fois, c'est un qui va décider pour tous. D'une manière autoritaire et sans contrôle. Il va faire ce qu'il pense devoir faire. Et donc, je pense qu'au fil des ans, la constitution de la Ve République devient une constitution liberticide. Parce qu'elle offre, encore une fois, tous les droits constitutionnels pour un homme de diriger le pays comme il l'entend, sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Ça, à mon avis... Là, je ne suis pas d'accord. Yoann Sibylle, allez-y. Moi, je suis pas d'accord. Là, c'est en tant que juriste, mais je ne suis pas du tout d'accord. C'est les parlementaires qui décident de déléguer leur pouvoir au président de la République, au gouvernement, en votant ce texte qui permet en fait au pouvoir réglementaire de faire ce qu'il souhaite. Voilà, les députés ne sont pas obligés de faire ça. D'ailleurs, les sénateurs l'ont refusé. Mais ils le sont, c'est ce qu'on appelle une majorité parlementaire qui est à la botte, effectivement, d'un exécutif. C'est une pratique. Donc la majorité parlementaire n'existe pas. Je vais rebondir à donner la parole à Céline Pina. On nous disait, justement, quand il y a eu la Constitution de 58, on était, pour la majorité d'entre nous, pas nés, que l'article 16 menait la France à la dictature, mais l'article 16, il a été utilisé qu'une seule fois pour la guerre d'Algérie. Il est toujours là. Oui, mais excusez-moi, mais l'état d'urgence sanitaire, où ça se décide à 3 personnes, sous le sceau du secret défense à l'Élysée, est-ce que vous qui êtes un éminent juriste, Yoann Sibylle, bon, comme Philippe Bilger, parce que sinon, je vais faire mal voir, il faut qu'on soit tous éminents. Allez, sérieusement. Est-ce que finalement, c'est pas l'article 16 à la puissance 10 ? Non. On a un petit peu l'impression, effectivement, même si dans l'absolu, l'article 16, quand on le lit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'article 16. C'est une sacrée limite. L'article 16, c'est quand même pire que ce que l'on a actuellement. Après, j'allais dire, par exemple, quand on suspend un certain nombre de droits parce qu'un pays est en guerre réelle, je ne parle pas de guerre sanitaire, pour le coup, tant que l'état de guerre persiste, la suspension des droits continue. C'est le changement de réalité qui fait qu'on va redonner les libertés. Donc, dans cette logique-là, vous pouvez penser que tant que la situation sanitaire est mauvaise, effectivement, vous pouvez prolonger cet état sanitaire. Voilà, c'est pas complètement incohérent que de dire ça. Après, la capacité de la population de le supporter, ça c'est un autre problème. C'est une autre histoire. Mais j'allais dire, ce qu'on sait aussi, c'est que dans certains cas, pour avoir une protection collective, il faut être vacciné à 80 voire 90%, ce qui n'est pas encore notre cas sur ce vaccin. Donc, de fait,
moi, je préfère qu'on maintienne le pass sanitaire et qu'on laisse les restaurants ouverts et la possibilité à la population de se déplacer. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette logique-là, plutôt que supprimer le pass sanitaire, voir la situation exploser, les hôpitaux être en incapacité d'accueillir les gens et qu'on se retrouve avec des restrictions de liberté encore plus. Aujourd'hui, il me semble que le pass sanitaire est un moindre mal et est plutôt cohérent. Yohann Siby. Encore une fois, sur ce point du pass sanitaire qui nous concerne, en quoi le fait de laisser rentrer dans un restaurant quelqu'un qui n'aurait pas le pass sanitaire, ça va créer un problème en fait. Ça ne va pas contaminer les personnes qui sont vaccinées. Les personnes vaccinées sont protégées. En tout cas, c'est le discours qui est tenu. Donc, quel est le problème en fait ? En fait, ce qu'on explique, c'est que la personne vaccinée peut être porteur malgré tout, que les lieux notamment où on mange sont des lieux où justement on n'a pas le masque, où on va parler. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de contamination. Parler des yeux fermés. Oui, non, les lieux fermés. Oui, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de contamination que ça dans les métros, parce que les métros ne sont pas des lieux où les gens communiquent, ils sont fermés, ils sont repliés sur eux-mêmes. En revanche, dans les restaurants, on a pu mesurer de réels taux de contamination. Est-ce que c'est pas quand même un peu amusant de voir qu'on a décrété que les meetings de la prochaine présidentielle seraient sans passe sanitaire ? Parce que là, c'est des lieux fermés. Là on se moque pas un peu du monde. Là-dessus, honnêtement, ça c'est incohérent. Mais voilà, là, on peut tout à fait mettre en question la cohérence d'un gouvernement qui prétend protéger les gens et va prendre des décisions complètement aberrantes parce qu'on a l'impression que ça sert sa politique à lui. Ça, c'est tout à fait critiquable. Maître Yohann Siby, puis Michel Fize. Non, mais je ne suis toujours pas convaincu sur le pass sanitaire. Je n'arrive pas à comprendre, le bien fondé de cette mesure. Michel Fize. Non, je pense que la grande difficulté dans cette affaire par rapport à d'autres crises épidémiques, c'est qu'on est face à une épidémie de masse et à une épidémie mondiale. Donc on est vraiment là dans la mondialisation sanitaire, donc mauvaise santé, et que évidemment qu'il faudrait faire quasiment du sur-mesure. Chacun d'entre nous a ses résistances particulières. Chaque situation est aussi particulière. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans certains restaurants, quand il n'y a personne, ou dans certains cafés, quand il n'y a personne, quel est l'intérêt d'avoir... Les cafés en bord de plage, en plein air, demander un pass sanitaire, ça me paraît délirant quand même. Ou de le redemander à la même personne qui est connue 50 fois par jour, parce que la loi exige qu'à chaque fois que vous entrez dans le café, il faut redemander le pass. Bon, là, effectivement, il y a quelque chose d'excessif. Voilà. Je pense que le risque, c'est que, au nom de la vigilance, on entre dans une société de surveillance permanente. Voilà. Et ça vaut pas uniquement pour le sanitaire. Ça vaut également les caméras de surveillance, les voitures privées maintenant qui ont des radars sur les contrôles embarqués, les PV de stationnement qui sont distribués par des boîtes personnels privés qui n'y connaissent rien. Moi, je vais donner un exemple. J'ai eu 2 amendes. Alors, je pose la question à Philippe Bilger. J'ai eu 2 amendes en 2 minutes. On m'a verbalisé à 13h11 et puis à 13h12. Ah oui, c'est pas mal ça. Et on m'a dit, non, c'est légal, on peut vous mettre autant de fois qu'on veut de PV, alors qu'ils sont à 50 €. On va combler puisqu'on est passé de 35 à 50. Voilà, ça c'est inquiétant. Yohann Siby, rapidement. Juste un dernier point, moi ce que je trouve inquiétant, c'est ce que j'appelle l'effet cliquet. C'est-à-dire que là, en fait, on a fait ces mesures sanitaires de restrictions qui sont très importantes. Qu'est-ce que ça sera plus tard si vous avez des épidémies plus importantes que le Covid ? On se pose vraiment la question, qu'est-ce que ça va être ? But du jeu. Non, on a terminé. Verdict. Merci beaucoup, Yohann Siby, avocat au barreau de Versailles. Verdict sur Twitter. Allocution probable de Macron. Craignez-vous de nouvelles restrictions des libertés ? Vous êtes 88,3% à dire oui. Vous êtes des divas du dancing, des rois du dance floor, les amis ? Philippe Bilger, oui. Non. Beaucoup moins depuis quelques temps quand même. Écoutez, on va prendre la direction de Toulouse dans quelques instants, puisqu'une discothèque de Toulouse est en lice pour être la plus belle de France. On va en parler avec son patron, Sadek Crook.